Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, on va attaquer la Week 3 avec notre preview. Et pour ce faire, je suis accompagné d'un consultant, d'un homme qui nous surpasse tous un petit peu, tous autant qu'on est, nous simples humains. Je suis avec le professeur Guilty. Comment vas-tu ? Bah écoute, salut PA, merci, ça va très bien. Je vois pas en quoi je vous surpasse, mais merci de me lancer comme ça fait toujours plaisir. C'est toujours le rôle du consultant, tu sais bien. Nous, on est là à dire oui, nous, au niveau des statistiques, puis le consultant, il va arriver avec sa punchline et il va tous nous calmer, tu vois. Ouais, bah écoute, on va essayer. Ravi d'être dans l'émission, en tout cas. Merci pour l'invitation. Bon, avec grand plaisir. J'ai vu que tout le monde s'était bousculé au portillon pour faire la preview. Et puis, on était deux à dire bon, bah, nous, on peut. C'est ça. Donc, du coup, on vient en détente. C'est exactement ça. Et on est quand même ravis de le faire, effectivement. Voilà. Écoute, il y a deux personnes qui sont désignées pour participer à l'émission. C'est nous, PA, donc il va falloir qu'on assume maintenant. On assume et on assure, ça c'est notre leitmotiv, il n'y a pas de souci. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre bien sûr sur tous les réseaux, Twitch X, Facebook, YouTube, Instagram, Threads, et de rejoindre le Discord qui sera dans la description. Encore une fois, on parle énormément, ça échange sur les blessures nombreuses entre la semaine 2 et la semaine 3. Ça y est, là, on reconnaît là la NFL qu'on n'aime plus ou moins, c'est-à-dire qu'on attend pendant 6 mois d'avoir des matchs avec des titulaires et des équipes à 100%, et puis au bout de la semaine 2, on a un quarterback sur le flanc qui était possiblement dans la course pour le MVP, on a un défenseur chez les Buccaneers qui va manquer toute la saison. Voilà, c'est malheureusement la beauté de la NFL, comme on l'aime un petit peu moins, mais obligatoire, je dirais. Ouais, c'est vrai que ça a pas mal cartouché là, pendant ce week-end. On a Fields aussi qui nous fait une petite commotion. On a Khalil Mack, on en reparlera. Voilà, il y a eu une hécatombe. Je sais même pas s'ils ont assez de joueurs maintenant au niveau des Vikings pour faire une équipe, parce que j'ai vu la liste de blessés, c'est un truc de ouf. Donc c'est vrai que... Mais bon, après comme tu dis, hein, tous les ans c'est pareil. Hein. Tous les ans c'est pareil, ouais, effectivement. Avant de commencer, je vous rappelle ce soir, le live top 11 des defensive backs. J'ai malheureusement été évincé parce que tout le monde savait dans l'équipe que j'allais mettre Gonzalez en 1. Donc voilà, j'ai pas été convié à celui-là, mais il n'y a pas d'inquiétude. Il y aura 4 ou 5 membres du front office et ils seront là pour donner leur classement, pour avoir vu un petit peu le résultat. Il y a des surprises, j'ai un peu soufflé. Donc, c'est vrai ouais, c'est vrai. donc non, ça va être intéressant. Et du coup, voilà, poste vraiment des defensive backs. Donc, ça comprend les corners, les nickels, les safety. Donc c'est ça qui est également intéressant. Comment tu passes un corner par rapport à un safety, comment tu identifies le joueur bon du joueur un petit peu moins bien. Donc, voilà, ça va être intéressant. Et voilà, soyez sur le chat parce que je pense qu'il y aura débat sur le top 3. J'en dis pas plus. Je tease un petit peu, mais sur le top 3, ça m'a un peu... Putain, mais je l'ai pas vu passer, je l'ai pas vu passer dans le Discord, c'est un truc top secret, c'est ça ? C'est un truc top secret, comme je fais pas l'enregistrement, Alex m'a montré un petit peu ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place. Le et petit voilà. Coquin. Tant qu'il y a Branch, j'espère, PA, je vais regarder dans le fond de tes yeux. Branch, ça va, j'ai les petits yeux, je suis fatigué, donc c'est bon, tu vois, tu verras pas au fond de mes yeux. J'ai vu au fond de ton œil droit qu'il y a Branch. Et j'espère bien qu'il est dans le top 5. Tu verras, mais il y a des surprises, comme on dit. Mais voilà, suffit de teaser, soyez présents ce soir, vous allez voir, pour avoir le top 11. On enchaîne, nous, de notre côté. La NFL nous a un petit peu gâtés. Au lieu d'avoir un Monday Night Football, on en a eu 2. Et on va commencer par le premier, celui qui s'est joué à 1h du matin, heure française. Les Buccaneers qui se déplaçaient sur la pelouse des Houston Texans. Et ça s'est fini par une victoire au bout du suspense, au bout du chrono, par une victoire des Buccaneers 20-19. Guilty, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux relever sur ce match-là ? Déjà, ce que j'en ai pensé en tout premier, c'est que Doug se chauffe à mort. Parce que Doug, il nous dit, ouais les gars, il va falloir qu'on monte les Bucks, il faut qu'ils soient beaucoup plus haut dans le power ranking. Alors, je sais plus où est-ce qu'ils voulaient les mettre. Top 3. Top 3, oui, voilà, tant qu'à faire, pourquoi pas. Et top 3 et pas 3e, j'imagine. Il l'a pas précisé. Mais on le pense très fort. Alors, écoute, moi j'ai vu un match relativement équilibré.
Il faut quand même savoir qu'effectivement, il l'a dit, il a raison, il n'y avait aucun des 2 tackles qui était dispo pour ce match du côté des Bucks. Mais ils ont eu très très chaud au cul parce que si tu veux, pour ceux qui l'ont pas vu en fin de match, on a un fumble de Mayfield qui heureusement est recouvert par les Bucks. Ensuite, il y a. Alors, corrige-moi si je dis des bêtises, hein, parce que des fois, au niveau des souvenirs, je peux me tromper. Il y a un punt bloqué, donc ils ont eu encore très chaud. Il y a eu un énorme retour de kick et il y a eu un TD en fin de match pour Houston. Donc, on était, ça je l'ai relevé, donc normalement, je ne me trompe pas, on était à 19-14 pour Houston à 1 minute 23 de la fin. OK ? Donc là, après, on a un gros drive de Baker Mayfield avec une course incroyable. Irving qui fait une grosse percée aussi et qui se faufile tel un petit un saumon qui remonte la rivière. Est-ce que ça te va comme C'est parfait. Très bien. Donc un petit saumon comme ça qui remonte la rivière. Et on a White après en gros bourrin qui termine le travail, ce qui fait qu'il gagne. Moi, je vois pas une domination exceptionnelle. Houston est une bonne équipe, mais il n'y a pas de quoi non plus, tu vois, ça enlever la nuit. Ils ont eu très très chaud au cul. C'est solide, c'est vrai. Alors je pense que Doug se chauffe un peu parce que Mayfield lui fait voir des étoiles. Je pense qu'il lui met un peu des étoiles dans les yeux, tu vois, à Doug. C'est une équipe qui est solide, ça c'est sûr. Après, de là à s'emballer et les mettre top 3 dans la ligue, je sais pas. Au niveau des statistiques, c'est sûr qu'ils ont beaucoup plus couru. Ils ont été quand même dominants dans les airs très légèrement. Mais bon, après, c'est pas, si tu veux, j'ai bien comparé les stats des 2 équipes, c'est pas non plus, il n'y a pas un monde entre les deux, quoi. Non, je te rejoins. Et ouais, c'est vrai que sur le jeu offensif des Buccaneers, il y a les 2 premiers touchdowns donc sur leurs 2 premiers drives, premier quart-temps et au tout début du deuxième quart-temps. Après, c'est punt, 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 field goal loupé, punt bloqué, punt, et ils finissent par un touchdown. Donc, franchement, alors, effectivement, ça reste une victoire, un petit peu comme contre les Falcons en première semaine. Bah, possiblement, l'année dernière, c'était des matchs, ou les années précédentes, c'était des matchs qu'ils perdaient, et là, ils les gagnent. Et ça, c'est tout en leur honneur. Bravo à eux. Mais là, je rejette un petit peu plus la faute sur les Texans qui n'ont pas su mettre le couvercle et remporter le match bien plus tôt. Ils ont eu des opportunités. Et aussi, ça a quand même bien toussé. C'est dommage, ils commencent très bien le match. Pareil, comme je dis à chaque fois, le premier drive en commençant un match au retour de mi-temps, c'est des jeux scriptés. Donc, normalement, c'est des jeux qui ont été travaillés à l'entraînement. Bah, ça a fait touchdown. Et on a vu, c'était relativement impressionnant. Hein. Il y a eu des play action, il y a eu des belles passes de Stroud, des jeux de course. Donc, très bien là-dessus. Après, pareil pour les Texans, heureusement qu'ils ont leur défense qui les maintient dans les matchs parce qu'offensivement, j'ai trouvé Stroud plutôt bon. Pour le coup, par contre, les appels de jeu, je me pose encore la question. Ils ont changé de coordo offensif durant l'intersaison. C'est poussif, quoi. Et Stroud, pour revenir à lui, il a eu du temps cette fois-ci, malgré sa O-line. Hein, on peut dire ce qu'on veut et qui est quand même relativement mauvaise par rapport à ce qui peut se faire dans la ligue. Mais à contrario, enfin en tout cas en face, il y a un pass rush qui est quand même extrêmement délicat du côté des Buccaneers. Et je trouvais qu'ils ont assez peu réussi à mettre la pression, hormis en faisant des blitz avec des montées de Lavonte David ou l'un de leurs corners, je sais plus qui c'était, mais vraiment quand il restait que sur leur front fort à essayer de mettre la pression, Stroud était quand même dans un fauteuil et malgré tout il n'a pas réussi à forcément faire avancer les chaînes, quoi. Donc ouais, je vois ça plus comme une défaite des Texans. Maintenant, bah voilà, ils sont à 0-2 et les Buccaneers à 2-0 et en tête de leur division, donc bravo à eux. PA, on se rappelle que dans le premier match de la saison, ils perdent 14-9 contre les Rams. Avec un fumble à la fin, dans les dernières minutes, donc ça fait 2 matchs où ils négocient très mal leur fin de match. Ouais. 2 fois qu'ils négocient très mal les fins de match. 28 points en 2 matchs. Ouais. C'est pas fifou, quoi. Non, c'est pas fou. Et puis, ouais, je me pose des questions, parce que ça reste quand même 2 équipes, Bucks et Rams, qui vont prétendre à jouer en playoff. Si les Texans n'arrivent pas justement à remporter ces matchs un petit peu thriller, comme j'aime les appeler, où ça joue vraiment sur la dernière possession, bah ok. Alors déjà dans la division c'est même pas fait parce que étant donné qu'ils sont en 0-2 on pourrait revenir, mais une autre équipe qui elle est en 2-0, donc bah, déjà ils ont pris un petit peu d'avance. Alors pour l'instant ils se sont pas rencontrés, donc il n'y a pas de tiebreaker, mais ça reste quand même 2 matchs de différentiel. Ils peuvent avoir des regrets au moins sur les 2 matchs de ne pas être en un partout, quoi. Donc un peu dommage je trouve de leur côté. Ouais, moi je te rejoins, le gros souci il est surtout en attaque, hein. Parce qu'après en défense, bon, ils font quand même
Ouais. plus ou moins le boulot, même s'ils gèrent effectivement mal, enfin tout le monde gère mal les fins de match là pour le coup. Mais ouais, c'est un peu inquiétant. Je suis en train de regarder leur calendrier. Ils vont se rassurer peut-être contre les Jaguars et les Titans. Même ça, On je suis même pas sûr. Hein. Ouais, je sais pas. Putain, ouais, c'est vrai. Après, c'est Ravens, Seahawks, 49ers, Broncos. Donc autant te dire que là, s'ils sont sur le même rythme de croisière, la croisière va vite s'arrêter. Elle va pas s'amuser longtemps, la Non, on va croisière. pas s'amuser, ouais. Ouais, effectivement. Houston, c'est pas. Alors, on va pas faire la blague de Houston, on a un problème. Ça, là, on la fera pas. PA, il est interdit qu'on la fasse. Il n'y a aucun Ça, souci, ça me pose pas de problème, Houston. Voilà. Donc, il y a non, mais il y a effectivement de quoi être inquiet pour les fans de Houston, je pense. Et pour la petite aparté, Nick Chubb, ça manque de vitesse. Ça m'a fait mal au cœur de le voir. Il met un beau touchdown de 26 yards, super. Mais alors, Oui. quand il est lancé et quand on se rappelle du Nick Chubb qu'on avait à Cleveland, voilà, c'est son cousin qui tracte une énorme remorque remplie de ce que tu veux, mais quelque chose de très lourd. Hein. Ça faisait un petit peu peine à voir, je trouvais. Ouais. Mais écoute, en attendant le retour de Mixon, c'est ce qu'ils ont pour le moment et va falloir patienter. Bah, quand tu fais 12 portées, 43 yards, effectivement, t'en as un qui fait 25. Ouais. Ça te laisse, bon, on laisse faire les auditeurs, on laisse aux auditeurs le loisir de faire le calcul. Mais effectivement, je crois qu'il n'a pas le permis 39 tonnes, le père Chubb, et il avance pas beaucoup, quoi. C'est Donc, ça fait un peu l'edge. Hein. C'est clairement le 33 tonnes qui est dans une côte dans les Alpes. Hein. Là, c'était dur à voir. C'est ça. Et ça pour le deuxième match, ouais, vas-y, dis-moi. Non, je disais que ça manque un peu de chevaux. Donc, c'était absolument pas intéressant ce que je suis en train de dire, évidemment. C'est toujours intéressant ce que tu dis. Et pour le deuxième match, on a eu un match peut-être un petit peu moins thriller, un petit peu moins passionnant, avec les Chargers qui se déplaçaient à Las Vegas pour affronter les Raiders, donc un rival de division. Et les Chargers ont remporté ce match 20-9. Je vais commencer. Les Chargers se sont assurés la victoire en première mi-temps. Et ont un petit peu assuré, je dirais, en deuxième mi-temps, sans trop forcer leur talent. Je ne sais pas si toi, tu as ressenti un petit peu la même chose. En fait, moi, elle me plaît cette équipe. Elle me plaît parce que quand tu regardes, pareil, tu fais un point sur les statistiques à la fin du match, tu vois le match, tu te dis, ok, maîtrise. Mais justement, ils sont en maîtrise, en fait. Donc, ils n'ont pas besoin d'en faire plus. Comme tu dis, ils s'assurent très rapide. Bon, déjà, Geno Smith, il se fait intercepter dès la première action. Donc, déjà, ça met tout le monde bien, déjà. Mais après, derrière, ils sont durs. Tu vois, moi, je les trouve durs sur l'homme, ils sont agressifs, ils vont chercher, ils font pas les dingos, quoi. Ils inventent pas des trucs incroyables, mais par contre, ça avance, quoi. Et ça, en fait, en tant que supporter, moi, c'est typiquement les victoires que j'aime bien. Bon, ça tombe mal, je suis pas pour eux. Mais en fait, ils font des matchs qui sont bien construits. Voilà. Ils sont en maîtrise de ce qu'ils font, et dans le foot américain, des fois, il y a des équipes qui perdent un peu leur latin, qui ont du mal à dérouler, qui ont du mal à être bons sur les 60 minutes. Et eux, je les trouve bons là-dedans, justement, dans la gestion du match, dans l'impact. Voilà. Donc, ils sont sérieux, ils sont précis. Herbert, bon, il faut quand même dire qu'il est quand même pas si mal. Cette année, il est à l'aise, il est patient, il est mobile. Il profite de plaquages ratés en face, il n'y a pas toujours des bonnes couvertures. Les Raiders, ils n'ont pas fait non plus un match extraordinaire, il faut le dire. Mais je pense que les Chargers, ils sont tellement chiens à jouer que, tu vois, il faut un peu déjouer en face aussi. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Ou tu penses vraiment que les Raiders sont passés à côté tout court? Non, et du coup, ce que j'ai à dire, je vais rebondir là-dessus, je trouve dur sur les Raiders parce que moi, je trouve qu'ils ont fait un très bon match, mais défensif. Et j'ai l'impression que c'est un peu une équipe copier-coller des Chargers parce que les Raiders, ils vont être quand même très très chiants cette année à jouer, en tout cas sur le domaine défensif. On ne les attendait pas à ce niveau-là, je trouve. Ils arrivent à mettre une pression, notamment par leur backfield défensif, ce qui m'étonne. Du coup, quand tu regardes un petit peu la depth chart, et puis ils ont un Max Crosby qui est à son prime, j'ai l'impression. Faut arrêter cette énorme connerie de mettre un tight end en face de ce mec-là, en fait. Quand tu mets 6 hommes sur la O-line, et ben tu mets un vrai 6e homme, en fait. Tu mets pas un tight end, quoi. Faut arrêter vraiment avec cette connerie. Il a réussi à mettre par terre Herbert sur juste un petit move qui sait très bien faire. Il a jarté le tight end, hop, Herbert, il était déjà au sol. Faut vraiment arrêter ce truc-là. Mais à côté de ça, ouais, je trouvais que défensivement, ils ont quand même bien contenu les Chargers. Alors, est-ce que c'est parce que les Chargers étaient à l'aise et relativement devant? Il y a peut-être un mélange des deux.
Maintenant, ouais, je pense vraiment qu'ils vont en emmerder plus d'un cette saison. À voir ce que l'attaque, par contre, va donner. Je trouvais Genty, moi, relativement en difficulté. Et en fait, je veux même pas mettre ça sur sa tête, mais plutôt peut-être sur la O-line. Je sais que Alexandre, du coup, de l'équipe fan des Raiders, disait régulièrement que la O-line n'était pas mauvaise. Je pense qu'elle n'est pas mauvaise, mais sur le pass pro. Par contre, sur le jeu à la course, Ouais. tu te rappelles effectivement des running backs qu'ils avaient l'année dernière. Ils avaient du Mattison, du Zamir White ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était quand même pas effectivement les meilleurs running backs. Mais en même temps, quand tu as une bonne O-line, même si tu as un running back qui est un peu moyen, il arrive normalement à avancer. Et c'est là où quand même tu pourrais un peu te poser la question du est-ce que ça venait du running back ou de la O-line. On commence peut-être à avoir aussi un semblant de réponse où Genty, on a vu quand même ce qu'il peut proposer en universitaire. Alors la marche est quand même plus haute effectivement en NFL, mais si tu n'as pas d'espace, si tu n'as pas de trou pour t'engouffrer, bah, tu peux pas avancer, quoi. Donc à un moment donné, je me pose vraiment la question sur le run block de la O-line, ce qui est dommage parce qu'en fait, ça t'enlève une arme, ça t'enlève même plusieurs armes, ça t'enlève le jeu de course et play action, et du coup, Geno Smith, voilà, c'est pour ça aussi peut-être qu'il perd un certain nombre de ballons. Ça, c'est le premier point offensivement, et le deuxième point, c'est leur incapacité à mettre un touchdown quand ils sont en red zone. On sait que c'est un des points faibles de Geno Smith, et ça l'était avec les Seahawks, où il a quand même balancé pas mal d'interceptions, justement, quand les Seahawks arrivaient en red zone. Mais ouais, là, sur ce match-là, je crois qu'ils font les stades ESPN ne s'affichent pas, mais je m'étais noté un 1 sur 4. Enfin, même pas du coup, parce qu'ils mettent pas de touchdown, donc c'est un 0 sur 4 ou un 0 sur 3. C'est insuffisant. Quand tu es en NFL, il faut au moins convertir un ou deux passages et être à 50% quand tu es en red zone. Et là, malheureusement, ça n'a pas fonctionné sur ce match-là. Ça n'avait pas non plus fonctionné énormément contre les Patriots sur la première semaine. Donc c'est là où je suis un petit peu inquiet pour cette attaque-là. Ça peut prendre du temps à se mettre en place, nouveau quarterback, mais il serait temps que ça se mette en route pour valider aussi l'excellent travail, je trouve, moi, de cette défense des Raiders. Moi, je te rejoins sur la course. Effectivement, il a du mal à passer, quoi. Ça se voit qu'il est en difficulté. Et d'ailleurs, il y a même une action où il rentre carrément dans un coéquipier, il se casse la gueule tellement qu'il a. Ouais, sur Mayer, le tight end. Ouais. Donc bon, ça cafouille un peu de ce côté-là. Après, Gino, est-ce qu'il se précipite pas un peu des fois? Là, j'ai essayé aussi moi de voir les stats sur ESPN, mais il y a un bug visiblement puisqu'on les voit pas. Ouais. T'as le même problème que moi. Et en haut à droite, là, on voyait le résumé. Je voyais les passes que Gino se fait intercepter. Il y en a certaines, elles sont quand même un peu forcées, quoi. Après, je suis pas spécialement inquiet pour les Riders. Enfin, je suis inquiet parce que ils sont en fait dans une division qui est quand même pas évidente. Mais je suis d'accord avec toi, hein, il y a du potentiel. Smith, je pense que c'est quand même, il a ses défauts, mais je pense quand même que c'est un bon QB. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette équipe. Défensivement, tu les as trouvés plutôt bons. C'est vrai qu'ils n'ont pas été non plus ridicules. Maintenant, il faut voir. Je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser, franchement. Je serais peut-être quand même un peu moins serein que toi. Je sais pas ce qu'Alexandre en pensera. Il gagne contre les Patriots, mais bon, c'était un match quand même un peu. Tu l'as vu mieux que moi. Un peu particulier. Enfin, c'était pas bon, je l'ai vu qu'une fois, je te rassure. Hein. Ouais, t'as pas envie de le revoir celui-là? Non, ça ira. Non. Bon. Eh ben moi, j'ai pas envie de le voir tout court, donc je peux pas trop te dire. Mais là, en tout cas, celui des Chargers, je suis d'accord avec toi. Quand je l'ai vu, je me suis dit c'est quand même pas si mal, mais je sais pas. Je suis pas sûr que ça fasse grand chose quand même cette saison encore. Hein. Non, mais c'est l'année 1 de Pete Carroll. Et Non, tu sens déjà un petit peu sa patte. Tu vois, je me suis noté, il joue beaucoup en cover 3 et c'est ce qui a fait aussi le touchdown de Quentin Johnston. Quand tu vois son tracé où justement il part un petit peu vers l'intérieur, hop, il repique vers l'extérieur et là le safety il est perdu parce que du coup c'était pas lui qui devait le prendre, c'était plutôt le corner qui devait reculer. Donc il faudra faire attention parce que Pete Carroll c'est un adepte énorme de la cover 3, il en fait énormément. Si les équipes adverses et les attaques adverses commencent à comprendre ça et à identifier le problème, bah, t'es pas à l'abri d'avoir ce genre de jeu et qui font mal parce que c'est des jeux sur des actions qui font 40, 50, 60 yards. Tu dois pas te les prendre en fait sur des actions vraiment des big plays comme ça. Donc voilà, faire attention de leur côté à bien peut-être un petit peu plus cacher leur schéma défensif. Mais en vrai, ouais, je pose plus de questions sur l'attaque, ça va prendre du temps également, mais la défense, pour moi, elle me rassure quand même. Et ouais, je n'ai pas leur calendrier en tête, mais je pense vraiment que ça peut être un poil à gratter. Leur run-stop est quand même impressionnant, parce qu'ils ont quand même bien arrêté le jeu au sol des Chargers. Donc, Oui, à voir, franchement. Après, moi, je te rejoins sur le fait qu'on sent que c'est une équipe qui est quand même, qui sait à peu près ce qu'elle fait. C'est plus le cirque Pender que ça a été pendant les dernières années où c'était vraiment, franchement, les pauvres supporters des Raiders,
vous avez du flow comme équipe, mais alors par contre, là, c'était Cécile Duflo, quoi. Hein, bon, t'as compris la blague, j'arrive pas à trouver un truc par rapport à Cécile Duflo, mais c'est à peu près Cécile Duflo, quoi, au niveau de ce que vous envoyez comme truc. On voit que c'est construit. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Moi, je pense que Pete Carroll, il est encore à jour. Enfin, alors oui, il a ses petits gimmicks, ses petits machins, ses petits schémas préférentiels. Je pense quand même qu'il est capable de mener encore une équipe et de la construire, en fait, et de faire quelque chose de sérieux. Donc, je suis pas trop inquiet. Il y a du matos. À la réception, il y a quand même un petit peu de matos. En défense, comme tu le dis, c'est quand même pas si mal. Ils prennent pas des valises, ce qui change de certaines années. En attaque, là, je suis en train de regarder Genty. Et effectivement, pas méchant, parce qu'il fait 81 yards en 2 matchs, là. Après, il faut voir le nombre de portées qu'il a. Je crois sur le match précédent, il a 11 portées sur le match justement contre les Chargers. Donc, il en fait 30. Hein. Il est à 2,7 de moyenne. Hein. Son plus long, c'est 13. Donc bien pris, tu prends une personne âgée, elle peut faire à peu près pareil si elle est bien amenée, quoi. Donc, c'est toujours le débat. Est-ce que j'arrive à faire 1 yard à la course quand tu joues dans une équipe NFL derrière la O-line, soit des Lions, qui est plutôt bonne là-dessus, soit des Eagles. Oui. Moi, je pense que tu les fais. J'ai aucun doute là-dessus. Tu finis mal. Mais par contre, tu les fais 2-3 fois et après tu finis à l'hôpital, mais je pense que sur un malentendu, tu arrives à tomber, tu vois, de façon à peu près correcte, où tu n'as que 2-3 mecs qui te tombent dessus, donc tu prends à peu près 500 kilos, donc ça va. Et au ralenti, tu vois, il faudrait quand même qu'ils te rattrapent gentiment. Mais non, mais là, 80 yards, c'est quand même pas un début fou, mais comme on l'a dit, c'est pas de sa faute. Hein. Après, moi, j'ai aucun doute sur la qualité de ce joueur. On voit qu'il a du feu dans les jambes. Voilà, c'est un début de carrière. Enfin, là, on est en train de juger un match 2. Hein, donc, oui. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont dans une div où malheureusement, il faut pas trop traîner et je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Après, je n'ai pas dans l'idée que ça vise les playoffs cette année, mais au moins de solidifier un petit peu les bases qui sont mises en place par Carroll et voir sur l'année prochaine ce que ça peut donner avec une nouvelle intersaison, free agency et draft inclus. Donc, oui, mais je pense que c'est ce qu'il faut voir. À mon avis, Alexandre serait d'accord avec ça. Déjà, comme tu dis, se construire et faire quelque chose de cohérent, ce sera déjà très bien pour cette année. Il ne faut pas viser plus, en tout cas. Sinon, à mon avis, il y aurait une déception. Je ne pense pas qu'il vise plus. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Voilà, du coup, pour ce rewind sur ces 2 matchs du Monday Night Football, on passe maintenant au moment consulting. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Le moment consulting, et on s'est posé une question mutuellement avec Guilty. Quelle équipe à 2-0 ne fera pas les playoffs? Alors, on en a plusieurs. Je les ai listés, si tu veux. Ah, vas-y, je t'écoute. J'avais préparé, mais ça ne s'affiche pas. Ah bon, ben voilà, ça tombe bien alors. En AFC, je les ai placés par division, parce qu'après on verra que ça pourra avoir une incidence aussi. Évidemment, pour savoir qui va en playoff. Regarder les divisions et les conférences, je pense que c'est déjà un bon début. En AFC, on a les Bills, on a les Bengals, on a les Colts et les Chargers. Et en NFC, on a les Eagles, les Packers, les Bucks, San Francisco, les Cards et les Rams. Donc je rappelle aux auditeurs que ces 3-là sont dans la même div. San Francisco, Cards et Rams. Donc on en a plus un NFC qu'un AFC pour l'instant, qui sont à 2 victoires. Pas forcément étonnant. De mon côté, je me suis noté les Bengals, ça semble l'évidence suite à la blessure de Joe Burrow, où potentiellement ils vont être un petit peu plus en difficulté. Et côté NFC, je me suis mis les Cardinals parce qu'effectivement ils sont en 2-0. Maintenant, leurs 2 matchs ne sont pas rassurants pour la suite de la saison. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu avais ces 2-là? Est-ce que tu en as d'autres en tête? Alors moi j'ai ces 2-là, effectivement. Forcément, les Bengals, là maintenant, Jake Browning, quand on voit ce qu'il a fait, bon, vous en avez parlé dans le rewind, mais effectivement, je crois qu'il lance 3 interceptions. Il y en a qui sont assez vilaines. Bon, je viens de voir un truc avant qu'on lance l'enregistrement. Le coach, évidemment, a entièrement confiance en lui. Ils ont quand même pris 2 QB au cas où. Hein. Je sais pas si tu as vu l'info. C'est Mac White, donc bon. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas bien dangereux. Browning, non, ça va être compliqué. En plus, il n'est pas forcément aidé par le reste de l'équipe. Donc non, là, j'y crois plus beaucoup. J'ai mis de côté, effectivement, les Cards. Je ne sais pas si on a la même vision, mais c'est trop inconstant, en fait, pour pouvoir faire quelque chose. Et la div est en plus hyper difficile, parce que tu as quand même les Seahawks aussi, qui, à mon avis, est une équipe sérieuse. Donc les Cards, je ne les vois pas. Et après, j'ai un gros doute sur les Colts et les Rams.
ça peut passer parce qu'on est en NFC, mais c'est pas gagné quand même. Les Colts, je te rejoins. Ça peut être la belle équipe de début de saison, puis à un moment donné, ça va s'essouffler parce que Daniel Jones, effectivement, il sort des énormes matchs. Maintenant, on a vu aussi ce dont il était capable quand ça tournait un petit peu moins bien. Donc, il faut faire attention. Mais à l'heure actuelle, effectivement, ce qu'il propose, c'est extrêmement intéressant offensivement et défensivement. Donc à voir sur les prochaines semaines. Moi, les Rams, je suis un peu team Sean McVay, quoi. Tant qu'il est toujours coach, voilà, je ne mettrais pas une pièce contre eux et je trouve que défensivement, ils proposent quand même des matchs extrêmement intéressants. Offensivement, bah, ça tient toujours sur Stafford. Tant qu'il est sur le terrain, j'aurais confiance. S'il n'est plus sur le terrain, ça peut se compliquer. Mais à l'heure actuelle, ouais, les Rams, je ne sais pas si je les vois vainqueurs de div, parce que je suis toujours très très haut sur les Niners, je ne sais pas pourquoi. Pareil. Mais pour moi, ouais, ils ont cette solidité défensive qui fait qu'ils gagneront des matchs, et notamment des matchs dans la division, ce qui leur permettra d'avoir un bon bilan comment dire, en NFC West et potentiellement pouvoir justement remporter cette div. Mais plutôt les Cardinals, en tout cas dans cette division où ouais, Oui. ça n'a pas été quand même très impressionnant leurs 2 premiers matchs. Cette division, elle est trop difficile pour les Cardinals, à mon avis. Là où j'ai un doute, effectivement, c'est parce qu'ils sont dans cette division. Et moi, je pense que Seattle et San Francisco, ça va être des équipes solides. Donc, ça va ferrailler. Donc, tu vois, si tu prends qu'un match, un coup sur 2 et tout ça, tu perds un peu de temps. Derrière, je pense que... donc, on est d'accord que pour les autres, on les voit passer. Hein. Eagles, Green Bay, Ouais. les Bucks, les Bills, aucun problème. Et on reviendra sur les Colts. En NFC... il y a quand même des équipes qui vont prendre des victoires et je pense qu'il ne faut pas avoir un bilan trop bas. En plus, tu vois, je pense qu'il y a des équipes qui vont vachement s'affaiblir, qui seront peut-être moins fortes que ce qu'on pensait au départ. Je pense notamment aux équipes de la NFC Nord, où Chicago et Minnesota, finalement, c'est pas fifou. On se disait, putain, ça va être compliqué cette année, et en fait, on se rend compte que Chicago, c'est pas au point, et Minnesota, ils ont tellement de blessés que ça va être une grosse galère. Blessés, et puis en plus, ça joue pas super bien. Dallas, on se rend compte qu'ils sont pas si nuls. On va voir si Washington se remet. Les Eagles, ça va ronronner, ça va tourner. Tampa Bay, on a vu que c'était costaud et ce sera costaud. On a les Falcons qui font quand même bonne impression. Donc tu vois, il y a quand même... alors, c'est pas des équipes où tu te dis waouh, c'est extraordinaire, mais tu as quand même des équipes qui peuvent prendre des points, enfin prendre des victoires. Et dans tout ça, je sais pas où situer les Rams. Donc c'est pour ça que j'ai un petit doute. Donc, pour résumer, division pas facile et conférence un peu, tu vois, homogène avec quand même des équipes pénibles. C'est pour ça que j'ai un petit doute sur eux. Mais effectivement, après, McVay, il arrive toujours à se débrouiller. C'est une équipe cohérente, il travaille très bien. Voilà. Sur les Colts, je te rejoins. J'ai un doute parce que pour l'instant, ça va bien. Toujours aucun punt en 2 matchs. J'ai vu cette statistique passer. Ils ont marqué sur leurs 10 premières séries offensives, ce qui est un record au niveau de la franchise. Jones fait des débuts sérieux. Il y a une ligne qui est pas si mal. Il y a un Jonathan Taylor qui est très très fort. Ils n'ont pas perdu un ballon non plus depuis le début de la saison. Et malgré tout, tu vois, avec les Colts, ça me fait toujours un peu le même truc. J'ai du mal à croire en eux sur le long terme. Je me dis qu'ils sont pas si bien coachés. À chaque fois, on les trouve bons, on sait pas trop. Puis on se dit, ah ben non, ils sont nuls. Et puis finalement, on se dit, ah ben non, ils sont pas si nuls. Tu vois, c'est... je sais pas, c'est une franchise où je trouve qu'elle a du mal à se... On a vachement de mal à la situer, cette franchise, en fait, je trouve. Elle nous a beaucoup déçus sur les années précédentes avec leur accumulation de vieux QB qui venaient en pré-retraite avec des Matt Ryan, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, l'ancien des Chargers, San Diego puis Los Angeles, Anthony Richardson qui du coup lui était un rookie, en tout cas un jeune joueur, ils n'ont pas réussi à le développer. Donc là on a l'impression qu'ils ont trouvé leur QB un petit peu mid, c'est-à-dire plus trop jeune mais pas trop vieux. Et puis, il arrive à se fondre idéalement, je dirais, dans cette attaque. Donc là, je te rejoins. Après, c'est toujours la même chose. Les Colts, en tout cas défensivement, montrent des belles choses. Si malheureusement, il devait arriver une blessure, et c'est pour toutes les équipes pareil, bien sûr, mais il y a des joueurs qui sont quand même plus élites que d'autres. S'il arrivait une petite blessure, par exemple à Buckner, je n'ai pas dans l'idée que son remplaçant arriverait à monter, à step up de niveau, et du coup, ça rendrait peut-être un petit peu plus difficile la défense des Colts et demanderait peut-être un petit peu plus à l'attaque, et donc forcerait un petit peu plus ses erreurs. Tu vois, je pense que c'est vraiment là le juste milieu trouvé entre les deux escouades. S'il y a un petit grain de sable, ça peut du coup être un petit peu plus compliqué. C'est ça. Après, ils sont dans une division prenable.
Ah bah là, en 2-0, oui, je te rejoins. Donc Ouais, en tout cas, ils ont mis beaucoup de chance de leur côté pour pouvoir être bien placés à la fin de la saison. normalement, s'ils font pas les cons, ils doivent y aller. Ils doivent y aller parce qu'ils sont dans une div, franchement, où il y a largement de quoi passer. Moi, Jacksonville, ça m'a pas du tout impressionné. Houston, on l'a vu, c'est quand même compliqué, donc je suis pas sûr que ça. Je les enterrerai pas quand même, Houston, mais bon, ils partent en tout cas avec du retard. Les Titans, on trouve ça cool, mais bon, c'est pareil, c'est un peu limité. Ils sont dans une div quand même qui est très très clémente, hein. Donc, mais bon, c'est les Colts. Moi, les Colts, je sais pas, j'arrive jamais à les pronostiquer. Je suis perdu avec cette équipe. Bon, au début de saison, nous non plus, qu'on l'avait mis 29 de notre power ranking, donc c'est dire. Mais c'est ça. Mais agréable surprise, et on ne demande qu'à se tromper, au contraire. Et ils sont 15e maintenant, c'est ça? Ou un truc comme ça? 15 ou 16? 19, on les a montés de 10 places, je crois, en 2 19. semaines. Bon, Ouais. ok. Bah, enfin, c'est déjà beaucoup. C'est Ça déjà veut, beaucoup. ça veut- ça veut dire qu'on a du mal à les lire, encore une fois, hein. Il y a eu plusieurs équipes comme ça, mais effectivement, les Colts, il y avait la vraie interrogation du poste de QB. Pour l'instant, l'interrogation est levée. À voir si ça va continuer. Mais en tout cas, voilà. Sur les équipes qui, potentiellement, n'iront pas en playoff, qui sont en 2-0, Bengals et Cardinals, on se rejoint mutuellement avec Guilty. Lui aussi, un petit peu les Colts et les Rams. Moi, j'attends de voir. Les Rams, je les vois quand même passer. Les Colts, je vais être précautionneux sur eux. Je les ai trop descendus durant l'intersaison pour maintenant dire non, ils ne feront pas les playoffs. Ok. Après, Jones, si je peux juste faire une dernière précision, c'est pas un mec qui me fait plus peur que ça. Je pense que c'est dans une équipe bien construite. Il fera pas perdre les matchs, mais il va peut-être pas en faire gagner au moment où il faudra en gagner. En fait, il va très bien avec cette équipe. Il est assez mid, quoi. C'est une équipe mid. Tout est mid, donc ça peut bien se passer comme ça peut moins bien se passer. Parce qu'on est quand même d'accord que là, sur la victoire qu'ils ont ce week-end, bon, ils s'en sortent quand même très très bien, quoi, hein, contre les Broncos, hein. C'est assez miraculeux. Ouais. Mais c'est la force du champion. Enfin, champion avec des gros guillemets, mais voilà. Du champion de quoi, on sait pas, mais Du champion en 2-0. du champion du 2-0. Ok, très bien, je te l'accorde. Voilà du coup pour le moment consulting et on va passer au gros projet. Parce que c'est notre projet! Et pour le gros projet, on part nous sur le match de la semaine, les Broncos en 1-1 qui se déplacent sur la pelouse des Los Angeles Chargers en 2-0. Alors on a pas mal parlé des Chargers justement sur le rewind du Monday Night Football, donc je te propose Guilty de parler peut-être un petit peu plus des Broncos et ça fait la passerelle avec les Colts puisque les Broncos effectivement ont un partout ont été mis en difficulté, je dirais, sur leurs 2 premiers matchs avec une première victoire contre les Titans et une défaite crève-cœur à la dernière seconde du match contre ces fameux Colts. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ces Broncos et surtout, qu'est-ce que tu vois sur ce match? Sur ce match, déjà, il est intéressant. Il est intéressant parce que c'est un match de div déjà. Ça permettrait aux Chargers de les mettre en 3-0. Ça leur permettrait quand même de prendre une belle avance sur tout le monde. Et on pense notamment aux Chiefs, qui commencent mal, même s'il y a des chances qu'ils gagnent ce week-end, parce que je ne sais plus contre qui ils jouent, mais il me semble que c'est un match assez facile. Les Giants. Voilà. Donc du coup, malheureusement pour Trey, je pense que la série va continuer un petit peu. Les Broncos, ils font aucun turnover sur les 2 premiers matchs. Ils font 0 interception. Il y a un fumble forcé, je ne sais pas s'ils le recouvrent, j'ai pas cherché plus loin la statistique. Mais ça m'inquiète un petit peu qu'ils n'arrivent pas, tu vois, à tourner des fois les matchs en leur faveur. Après, ils ont une attaque intéressante. Nix, il fait du boulot, franchement, moi je le trouve hyper fort, hein. Je trouve que c'est une très bonne pioche, il n'y a même pas de question à se poser sur ce mec. Je trouve qu'ils ont un collège de receveurs qui est quand même intéressant, avec Franklin, Sutton, Mims. Il y a de la variété. Au sol, il y a J.K. Dobbins, où là je suis un peu moins fan, parce que même si les statistiques sont bonnes et qu'il court, J.K. Dobbins, c'est quand même un mec qui a dû se péter environ 40 fois le genou. Si je dis pas de bêtises, c'est pas lui qui court avec un genou, une jambe tordue, là, qui a les genoux cagneux et les tétons qui pendent? Ça me dit rien du tout. Ok, il me semble C'est que J.K. possible, hein, Dobbins, mais- il me semble que J.K. Dobbins, il a eu des gros soucis physiques. Il faudra que je vérifie ça, parce que ça se trouve, je suis en train de me planter de joueur, mais je crois pas. Non, mais c'est beaucoup musculaire. Enfin, en tout cas, on a vu quand il était aux Ravens et l'année dernière aux Chargers où il a manqué encore une fois pas mal de matchs à cause de blessures, notamment de pépins physiques. C'est ça. Je pense qu'aux Ravens... Putain, attends, il faut vérifier ça, mais je crois qu'il se fait 2 fois le genou. Il se le fait une fois, c'est sûr. Je suis quasiment sûr que c'est lui. Je le vois courir avec un genou tordu, là.
Bon, peut-être que depuis ça va mieux parce que ça fait quand même quelques années, je lui souhaite. Il a eu des séances d'ostéopathie. Je pense qu'il allait voir peut-être même un chiropracteur, Ouais. qui sait. Un podologue. Un podologue. J'espère qu'il a mis des semelles, l'ami JK. Non, mais bon, JK c'est cool, mais je pense que ça a quand même ses limites. Hein. Pour l'avoir vu quand même pas mal jouer quand il était aux Ravens, je pense que ça a ses limites. En tout cas, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Les Broncos, c'est pareil, c'est mid. Tu vois, je suis allé regarder en attaque, en défense, on est entre 10 et 15, tu vois. On est un peu dans cette espèce de zone grise, là où tu sais pas si c'est fort, pas fort. Et si ta question de départ était qu'est-ce que je pense du match, je pense que les Chargers vont gagner. Encore une fois, avec une très bonne gestion de... Et en plus, ils gèrent bien moins les matchs, je trouve, que le Los Angeles. Et je pense que les Chargers vont gagner ce match. Je suis un peu de ton avis, effectivement. C'est vrai que le début de saison des Chargers me fait dire qu'ils sont favoris sur ce match, qu'ils vont encore une fois imposer, je dirais, leur style, soit au sol, soit justement à la passe. Bonix est un petit peu plus en difficulté sur son année 2, 4 touchdowns, 3 interceptions. Il a eu quelques fumbles aussi un petit peu fâcheux de mémoire sur le dernier match ou sur le premier. Après, la connexion avec Troy Franklin, du coup, l'ancien receveur d'Oregon, avec lequel ils ont joué ensemble, elle est top. On a vu sur le dernier match, justement. Donc, ouais, à voir. Mais je suis quand même très impressionné par ce début-là des Chargers. On a l'impression qu'ils sont d'une sérénité absolue. Je me suis noté une stat aussi. C'est la deuxième fois d'affilée qu'ils commencent leur année en 2-0, les Chargers. Et avant, du coup, l'arrivée d'Arbo sur le banc, c'était en 2012, la dernière fois qu'ils étaient en 2-0. Donc voilà, je pense que ça met en fait un élément supplémentaire sur le dos d'Arbo en se disant que l'arrivée de ce coach-là a aussi transfiguré et transformé cette équipe entièrement, pas que offensivement ou défensivement, et qu'il apporte un vent nouveau que ce que les précédents head coach n'arrivaient pas à apporter ou n'arrivaient plus, notamment Staley pour le citer. Et ils vont surfer là-dessus, quoi. Pour une équipe de Los Angeles, en plus, surfer, ça fait complètement sens. Mais troisième match de division pour les Chargers, je pense que là, ils sortent de cette week 3 en étant 3-0 dans la division, 3-0 contre les 3 adversaires de Div. Et puis derrière, ils vont essayer d'assurer justement ce titre-là. En fait, il n'y a pas de secret, quoi. Quand tu as des coachs qui savent ce qu'ils font, ça se voit quand même. Donc, je veux dire, quand t'étais tellement pensif que j'ai cru que ça avait frisé l'image. Pas du tout. Je me suis dit, merde, ça y est. Je bois tes paroles. Ah putain, à ce point. Je veux dire, quand même, c'est quand même curieux que t'aies des coachs, un peu toujours les mêmes, qui, quand ils prennent en main une équipe, ça ressemble à du foot, quoi. Tu vois ? C'est quand même bizarre. On parlera des Dolphins tout à l'heure. On peut parler d'équipes mal coachées. Les Chargers ont eu des équipes mal coachées qui te choquaient de ouf. Ouais. Ça avait aucun sens. Tu te disais, c'est pas mal. Et puis en fait, c'était vraiment de la daube, quoi. Franchement, les Chargers, je les plains parce qu'à un moment, ils avaient des effectifs qui étaient quand même vachement costauds. Ils avaient de l'espoir. Et l'espoir au football américain, c'est le pire. Mais attends, mais il y avait de quoi, franchement, avoir de l'espoir. Mais quand t'es mal coaché, t'es mal coaché. Il n'y a pas de secret, quoi. Là, je veux dire, t'arrives, tu mets les bonnes personnes aux bons endroits, et puis ça roule. Donc, c'est aussi le cas des Broncos, hein, faut quand même le dire. Les Broncos, rappelle-toi le merdier que c'était quand il est arrivé, quoi. Oui, ouais. Avec le trade avant de Russell Wilson et tout. Ouais, non, c'était n'importe quoi, cette équipe. On s'est dit, qu'est-ce qu'il allait se mettre dans ce merdier ? D'ailleurs, si je me rappelle bien, l'année 1 est compliquée, même quand c'est lui qui est aux commandes, ils prennent des valises tous les week-ends, si je me rappelle bien. Sur le début de saison, ils se prennent les 70 points contre les Dolphins. Et à la fin de la saison, ça allait un petit peu mieux, ne serait-ce que défensivement, où justement, ça arrivait à gagner des matchs grâce à leur défense. Bah oui, parce que tu arrives à bosser et comme dans tous les sports, le premier truc à faire, c'est de consolider tes défenses, en fait, de faire des équipes sérieuses. Et après, tu essaies de voir comment tu peux gagner des matchs. Mais c'est pareil au football, c'est pareil au basket, c'est pareil dans n'importe quel sport. Déjà, quand tu arrives et que tu veux mettre un peu les choses en ordre, tu commences par éviter de prendre des valises tous les week-ends. Je suis pas trop fan de la théorie de il faut marquer un point de plus que l'autre, si tu veux. Pour moi, il vaut mieux éviter les mascarades, être un peu une équipe sérieuse dans tout, dans les équipes spéciales. Tu vois, tous les petits trucs où tu peux rapidement essayer de faire quelque chose de sérieux. Faut le faire. Et puis après, une fois que tu as ça, que tu sais que tu es costaud, que tu ne te prends pas 350 yards au sol tous les week-ends, que tu ne te prends pas 5 TD dans les airs tous les week-ends,
ok, là on peut commencer à construire quelque chose d'intéressant, là on peut commencer à voir qu'est-ce qu'on peut proposer pour essayer de mettre plus de 15 points dans un match. Moi je le ferai plus dans ce sens-là, et généralement les coachs sérieux c'est ce qu'ils font quand même. Ouais, complètement. Donc, du coup, match de division et match intéressant. Comme on l'a dit, les Chargers sont impressionnants sur ce début de saison. Les Broncos étaient à 2 doigts d'être également 2-0. Donc, ça va être un beau match à suivre. C'est un match à 22h, heure française. Donc, voilà, on va pouvoir veiller et pas trop tard en plus pour le regarder. Donc, ça peut être cool. Ce serait bien pour les Broncos qu'ils arrivent à faire un petit turnover, au moins. Ouais. Qu'ils arrivent à, tu vois, cette petite étincelle, parce que là, c'est vraiment... c'est bien, mais tu vois, il n'y a rien de fifou, quoi. Ça va énerver Doug, là, quand il va entendre fifou. J'ai même envie de te dire que c'est K1K, tu vois, un peu comme truc. C'est so-so, comme on dit en anglais. Ou en allemand, je ne sais plus dans quelle langue on le dit. C'est so-so, tu vois, c'est so-so-manès, même, des fois. Non, là, tu l'as perdu, il ne va pas capter. Okay, bon, d'accord. Mais ouais, non, il faut que Denver, il y ait ce petit truc, en fait, de... C'est sérieux, ok, c'est une équipe qui tient la route. Maintenant, il faut qu'il y ait ce petit truc en plus. Voilà ce que je leur souhaite, parce que c'est une équipe que j'aime bien, en plus. Donc voilà pour ce match-là, et on va enchaîner avec les heures sup. J'ai dit travailler plus pour gagner plus. Bah oui. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que vous croyez qu'en travaillant moins, vous allez gagner plus ? Les heures sup, un match, un joueur, peu importe. Qu'est-ce qui, toi, te fait kiffer sur cette week 3 ? Est-ce que c'est un joueur, un match, une équipe en particulier ? C'est un match, évidemment. Tu me dis heure sup, sors-nous quelque chose, je regarde le calendrier, enfin je l'avais déjà en tête, et là, qu'est-ce qu'on a, PA ? Qu'est-ce qu'on a ? Steelers Patriots ? On a Steelers Patriots, mais c'est pas celui-là dont je veux te parler. J'aurais tenté. Détroit Baltimore. On a un Détroit Baltimore. La plus belle affiche du week-end, je dis pas ça parce que je suis pour les Lions, mais objectivement, je pense que c'est la plus belle affiche du week-end. PA, je te laisse me contredire avec joie. Non, c'est une très belle affiche, effectivement. Je te rejoins. On est sur un top 3 de chaque conférence. On est sur, peut-être, je l'espère, le potentiel Super Bowl à la fin de la saison. On est sur 2 équipes qui ont perdu le premier match, alors pas de la même façon, et qui ont gagné le deuxième avec quand même une certaine facilité. Contre des équipes de division en plus. On est un peu dans le même... On a quelques incertitudes d'un côté ou de l'autre, mais plus quand même côté Lions que côté Baltimore, quand même, on va pas se mentir. Je suis hyper curieux de voir ce match. Il me hype à fond. J'espère qu'il va en hyper d'autres. Je pense quand même, parce que franchement, je vais reprendre des affiches, enfin on les reprendra quand on fera les pronos, mais je vois pas ce qu'il y a de mieux ce week-end à faire. Hein. Alors, il y a un autre match, on pourrait y revenir, mais après... Qu'est-ce que t'as en tête ? Rams Eagles. C'est vrai. C'est vrai que c'est un beau match, mais moins beau quand même. Il y a moins de strass et de paillettes. Non, effectivement, je suis assez d'accord avec toi et je t'avais posé une question en off, c'est qu'est-ce que tu peux me dire sur la défense contre la course des Lions ? Et tu m'as répondu, elle est bonne. Bon, bah, ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir un beau match, parce que si tu arrives à limiter le jeu de course des Ravens, on l'a vu lors du dernier match contre les Browns. Ouais. Oui, il y a un score fleuve à la fin, mais ils ont quand même eu du mal quand ils n'ont pas réussi à installer leur jeu à la course. Donc face à une équipe des Lions qui potentiellement peut stopper ce jeu à la course-là, en tout cas défensivement, et réussir à mettre aussi un petit peu plus de points que ce que n'ont mis les Browns lors du dernier match, on peut avoir un petit feu d'artifice offensif et un match à suspense, on peut l'espérer jusqu'à la fin du temps réglementaire. La défense contre la course, ça fait bien... L'année dernière, elle était très bonne. Il y a 2 ans, je pense qu'elle était très bonne aussi. Ça fait 3 ans là qu'on est vraiment bien. Et là, j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup perdu en défense à la course. Alors je dis on, pardon, les Lions. T'as la blessure d'Ali McNeil, moi qui m'embête, mais il est bien remplacé pour le moment par Tyleek Williams, il semblerait. Donc, Tyleek, c'est un run stopper. D'ailleurs, pour l'instant, il a quand même dévié 2 passes le week-end dernier contre Chicago. Il essaye un peu d'avancer, mais effectivement, il est bon là-dedans. Donc, je ne suis pas inquiet. C'est quand même très rare quand on se prend des grosses percées. Ce qui m'inquiète plus, tu vois, bizarrement, c'est ce que je te disais en off, c'est dans les airs. Par rapport aux Lions, parce que là, le Lamar, on se fout de sa gueule quand même. On dit que c'est un running back et tout. Je souhaite à tous les running backs de lancer comme lui. Et ils pourront éventuellement envisager une carrière où ils auront des contrats un petit peu plus lucratifs. Hein.
Parce que là, le Lamar, il lance des trucs. Alors déjà, il a quand même vachement changé son style de jeu, je trouve, sur les 2-3 dernières années, où il lève beaucoup plus la tête, il cherche beaucoup plus à passer qu'à faire le couillon, là, comme il faisait, à garder le ballon 30 secondes et se mettre à courir, parce que forcément, au bout d'un moment, tout le monde est pris. Hein. Là, je le trouve vachement meilleur. Diop, il prend des ballons contestés. Lui, c'est pas un souci. Oui, mais que à une main. Hopkins, là, ses catch, ses touchdowns, c'est que à une main. S'il met les deux, je pense qu'il drop. Effectivement, lui, c'est monsieur une main. Il pourrait jouer avec une main dans la poche. S'il y avait des poches dans les pantalons, il pourrait jouer avec une seule main. Mais bon, t'as quand même des joueurs qui sont capables de réceptionner les ballons. T'as des tight ends de qualité. Tu as des élites de qualité, des wide receivers de qualité. Et t'as quand même Lamar qui sait vraiment bien lancer le ballon. Dans la profondeur, partout. C'est une double menace, bien sûr, mais moi, ça me fait vachement flipper. Côté Lions. Après, côté Baltimore, on a vu qu'ils se faisaient aussi transpercer des fois au sol. Contre les Bills, ça leur est arrivé. Ils n'ont pas une défense. En fait, tout le monde dit ouais, les Ravens, ils ont une grosse défense. Je ne sais pas s'ils ont une si grosse défense que ça. J'ai regardé un peu l'effectif. C'est quand même, tu sais, il y a des équipes qui vivent un peu avec leur passé et leur légende là. Regardez l'effectif de Baltimore. Regardez les points qu'ils prennent parce que l'an dernier, je ne sais pas si tu peux rapidement avoir cette info, mais je crois qu'ils étaient assez mal placés en défense. Sur l'ensemble, tu vois, yards encaissés à la course et au sol, ils étaient pas très très bien placés. Je peux te dire ça. Et ça se trouve, ils vont être 3e et je vais avoir l'air d'un con, mais je ne crois pas. Sinon, on coupera au montage, évidemment. Mais Baltimore, je ne sais pas si ça défend si bien que ça, finalement. Tu vois. Donc ça peut être un petit feu d'artifice. Ouais. Baltimore, l'année dernière, je te rejoins, c'est ce que j'avais aussi ressorti sur le jeu aérien. C'était la 27e pire équipe de la Ligue. Voilà. Au niveau des corners. Après, je suis beaucoup tombé sur la tronche de Nate Wiggins. Il a l'air de faire une très bonne deuxième saison. Donc, pourquoi pas. Il était rookie l'année dernière. Mais effectivement, à voir. À voir ce que ça donne cette année. Mais après, ils sont pas bons parce qu'ils ont aussi rencontré les Bills et Josh Allen leur a littéralement roulé dessus. Donc, ça fausse un petit peu la stat, en tout cas au niveau des yards. Oui. Bon, effectivement, c'est une attaque des Lions qui est bien revenue sur la deuxième semaine après une petite inquiétude sur la première semaine. Attention pour les Ravens au feu d'artifice offensif des Lions et notamment au jeu à la passe. Sur cette année, c'est sûr qu'on ne peut pas juger parce que quand tu te prends autant de points contre les Bills, voilà, c'est 2 matchs, on ne peut pas juger. Par contre, je sais qu'ils prenaient déjà des valises, quand même beaucoup de points et beaucoup de yards l'année dernière. Donc c'est pour ça que je dis attention. Il faut quand même pas sous-estimer trop non plus Jahmyr Gibbs et Montgomery. Je pense qu'on est quand même sur du coureur qui tient quand même un minimum la baraque. Hein. Je pense qu'on a quelques armes aussi offensives au niveau des airs. Tesla, Williams, Amon-Ra St. Brown, bien sûr, Raymond, Laporta, Gibbs, qui peut aussi prendre des ballons. Enfin bon, il y a quand même de quoi faire. Donc ça peut faire un grand n'importe quoi. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, Henry s'est vachement bien fait stopper par la défense de Cleveland. Donc il va falloir faire pareil. Ça va être tout l'enjeu pour les Lions qui sont plutôt bien staffés sur le front 7. Donc je leur souhaite, en tout cas, je souhaite avoir un super match. C'est ce qu'on attend de 2 équipes qui sont prétendantes pour aller en playoff à minima et ensuite aller très très loin. Voilà pour les heures sup, parce que j'avais le même match que toi. Donc comme ça, on a pu déborder un petit peu. Donc c'est parfait. Et on va passer au 2-minute warning. Et le 2-minute warning, donc on va ouvrir tous les deux notre petite application Sleeper et on va pouvoir donner nos pronos sur les vainqueurs de match. Alors je laisse du coup le match de jeudi parce que c'est le match qu'on va pronostiquer juste après. Donc de ton côté, alors je vais commencer. Alors je te laisse la main et ensuite je donne mon prono. Les Falcons, dis-moi. Pardon, excuse-moi, juste avant, est-ce que tu peux me redonner le classement parce que j'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à voir combien je suis dans le front office au niveau des pronos. Je l'ai pas mis à jour, mais je pense que tu es en tête. Ah, ok, parce que malheureusement, comme j'avais pas pris mes lunettes. Tu dois être à 26, quelque chose comme ça, je pense. Tu étais à 24 avant les 2 matchs de cette nuit. Donc, je suis à.
Je suis à 26. Bon, En sachant que le tout premier est à 28. Sur l'ensemble des Fantasy Ballers. Donc je fanfaronne parce que ça va pas durer. Hein. Et toi, Ouais, Péa, t'en es où? j'ai été premier l'année dernière. Je pense que je vais m'arrêter là sur le fait de me gargariser de tout ça. C'est un peu plus difficile. Cette année, je crois que je suis 6 points derrière toi parce que j'ai fait 1 sur 2 dans la nuit de lundi. Ok. J'avais mis les Texans contre les Bucks. Donc voilà. J'ai pris un peu de retard. Mais écoute, on va voir sur la week 3. La route est longue, Péa. La route est très longue. C'est vrai. Et du coup, pour la week 3, donc les Panthers qui reçoivent à domicile les Falcons. Falcons également. Les Browns qui reçoivent les Packers. Alors attends, parce que c'est pas dans l'ordre, mais bon, de tête, je te dirais Packers. Je pense pas avoir mis autre chose. Packers, je confirme. Les Jaguars qui reçoivent les Texans. J'ai mis les Texans. J'ai mis les Jaguars. Les Vikings qui reçoivent les Bengals. Duel déclopé. Ouais. Duel déclopé. Vikings quand même. Vikings. Les Patriots qui reçoivent les Steelers. Les Patriots, évidemment. PA. Les Steelers. Ah, les Eagles qui reçoivent les Rams. Les Eagles. Les Los Angeles Rams, je crois en eux. Ouais. Les Bucks qui reçoivent les Jets. Les Bucks, évidemment. Les Buccaneers également. Les Titans pour un match de division qui reçoivent les Colts. Alors voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait des Colts là? Donc moi je les mets, tu vois, je les mets et ils vont perdre. Mais bien sûr, parce que moi aussi je les mets, donc bien sûr qu'ils vont perdre. Le match d'après, les Commanders contre les Raiders. Alors celui-là, Commanders. Commanders aussi. Les Chargers pour leur fameux 3e match de division consécutif contre les Broncos. Les Broncos. Non, je rigole. C'est le gars qui a fait tout un argumentaire depuis tout à l'heure et qui dit l'inverse après. Donc non, les Chargers du coup. Les Chargers aussi. Les Seahawks qui reçoivent les Saints. Seahawks également. Les Bears qui reçoivent les Cowboys. Ouais, j'ai mis les Bears. Attends, je vais changer. Hop, Cowboys, oui, pardon. C'est une bonne idée, PA. Oui, je sais pas pourquoi. Les Niners qui reçoivent les Cardinals. Niners. In Mac Jones, je trust. Donc, 49ers et road to Super Bowl pour eux. Les Giants qui reçoivent les Kansas City Chiefs. 2 équipes en 2-0. Donc, une qui va ouvrir son compteur victoire, sauf si ça se finit à égalité. Mais je pars également sur les Chiefs. Et du coup, le dernier match, les Ravens contre les Lions. Et je t'écoute sur celui-là. Alors, j'ai marqué Baltimore. Et en discutant là avec toi... Je t'ai hypé, hein. Mais oui, en fait, je me dis qu'il y a un monde où quand même on arrive à aller le chercher. Mais je crois que je vais rester sur Baltimore. Putain, ça me fend franchement, ça me fend le cœur de le faire. C'est très rare quand je parie pas sur mon équipe. Mais là, je pense vraiment qu'on va prendre une valise dans les airs. Ça sera une défaite encourageante. Moi, je pars sur les Lions, personnellement. Je pense qu'ils sont bien lancés et qu'offensivement, ils peuvent ouvrir les DB adverses. Voilà, donc encore une fois, une semaine où effectivement on a pas mal de divergences sur les matchs. Donc on a quand même eu 3 semaines où voilà, on n'a jamais été sur du quasi 100% quand on a fait les previews. Donc ça montre aussi que c'est toute la beauté de la NFL et toute l'indécision des matchs que l'on peut avoir. Voilà pour le 2-minute warning et on va finir par l'overtime qui est la preview du Thursday Night Football. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Preview du Thursday Night Football, les Dolphins en 0-2 qui se déplacent sur le terrain des Buffalo Bills en 2-0 pour un match de division. Alors, je vais un peu trahir ce qu'on a noté sur le conducteur. Moi, je me suis noté une boucherie chevaline en approche. Et toi, tu as noté une possibilité d'extinction d'espèces de dauphins sur ce match, tellement il y aura un massacre. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Non, alors j'ai quand même ressorti quelques stats qui iront dans le sens des Bills et en même temps, c'était pas bien compliqué. Les Dolphins ont énormément de mal contre le jeu au sol. Ça tombe bien, c'est un des points forts des Bills. Je me suis noté que également le jeu aérien des Dolphins est en difficulté. Ça tombe bien, c'est un des points forts également des Bills. Il y a beaucoup d'éléments et de stats qui vont dans le sens de Buffalo.
Ils ont éclaté les Jets lors du dernier match. Je pense malheureusement que dans la division, ça sera la deuxième équipe qui va manger assez sévère contre les papas de l'AFC Est. Ah, mais je te rejoins 100%. Donc, tu as parfaitement soulevé les match-ups qui sont unilatéraux même, parce qu'il y en a deux. Ça va être une dinguerie. Alors, je fais un petit bisou à Alex qui nous a fait une blague, puisque sur le Discord, il y a quelqu'un qui a dit comment s'appelle une boucherie quand on éclate des poissons. Il a répondu un chalutier. Donc, j'ai trouvé que cette blague était très drôle. Bravo, Alex, pour ce magnifique trait d'humour. Oui, il lui reste plus que ça maintenant. Il lui reste plus que ça, effectivement. J'ai une pensée pour lui et pour Nico aussi, mon co-host du kiff, qui est pour les Dolphins et qui souffre aussi tout le week-end. Et bien sûr à tous les supporters de Miami. Je tiens à relever un truc, je sais pas si la brève était passée inaperçue ou pas, je voulais l'envoyer à Alex, mais j'ai tellement eu pitié de lui en début de saison que je me suis dit c'est pas la peine de commencer. Tyreek Hill avait déclaré avant que ça commence qu'il disait que c'était leur année, qu'il avait jamais vu les Dolphins aussi forts. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte encore ce gros cassos? Donc voilà, on voit bien le résultat. Je pense que tous les supporters des Dolphins ont envie qu'ils se prennent 75-0 pour que l'ami McDaniel dégage. À mon avis, je pense qu'on en est là. Je vois pas ce qu'il y a à dire de plus, à part qu'il faut absolument regarder ce short sur YouTube de McDaniels quand il est arrivé année 1 et on voit l'évolution de son comportement en conférence de presse. Tu l'as vu cette vidéo? Non, j'ai pas vu, mais je peux imaginer. Il arrive très propre sur lui année 1, et puis après ça se dégrade, et à la fin, bon, on va mettre de côté les suspicions de son amour pour la farine, mais même au niveau déjà de la tenue, de l'attitude, il se tient comme ça sur sa chaise, tu sais, comme ça. Donc pour ceux qui sont en radio, je me suis affalé, il en a plus rien à foutre, c'est bon quoi. Suivant, on a quand même une franchise à faire tourner, merci beaucoup, t'es marrant, t'es plutôt beau gosse, t'as des belles lunettes, mais au bout d'un moment, il faut être un peu sérieux. Là, il n'y a rien qui va dans cette équipe. Il n'est pas aidé non plus par ce qu'il y a au-dessus, hein, on est bien d'accord. Mais non, mais là, ça va être une boucherie. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse face aux Bills? Ouais, ça va être une boucherie aussi parce qu'offensivement, ils ont quand même du mal à avancer. Certes, ils ont mis 26 points sur le dernier match, mais il y a eu un touchdown sur un retour de punt. Donc, en réalité, l'attaque a mis 20 points. Et puis la défense prend quand même des valises. Ça fait 2 matchs consécutifs où ils se prennent 30 points ou plus. 33 piles. J'ai pas dans l'idée que les Bills ce soit une faible attaque de la ligue. Bien au contraire, on rappelle qu'ils ont eu plus de 40 points la défense des Ravens. Là, ils ont un petit peu ralenti contre les Jets, mais en même temps, ça donnait l'impression qu'ils avaient fait un énorme écart sur la première mi-temps et qu'après, ils géraient simplement leur match. C'est vrai que là, ça donne quand même l'impression d'un match totalement déséquilibré. Et en fait, je vois pas une escouade des Dolphins qui serait supérieure à celle des Bills. On peut tiquer un petit peu sur le corps de receveur. Je veux bien l'entendre. Mais même ça, j'en suis pas 100% convaincu. Donc, ouais, je vois pas dans quel monde. Ça reste du football américain. Effectivement, il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir un match complètement sans de Josh Allen qui te balance 5 interceptions. Tu sais pas pourquoi il fait ça. Mais en l'état, j'ai du mal à le concevoir. Donc plutôt une victoire des Bills de mon côté. Alors, c'est vrai que le collège de receveurs est peut-être moins sexy chez nos amis les Bills, mais en fait, je pense que c'est plus polyvalent. Oui, c'est sûr. Tu vois, je compare là. Écoute, d'un côté, on va faire assez vite peut-être parce qu'on est peut-être plus ou moins au bout. D'un côté, tu as Hill qui est à 149 yards pour l'instant. De l'autre côté, c'est Coleman qui en a 138. Donc bon, 10 yards sur 2 matchs, voilà. Deuxième receveur, Palmer côté Bills, il est à 108. Là-bas, Hatchen, il est à 112. Ensuite, on a Jalen Waddle en troisième receveur chez les Dolphins qui est à 90. qui est running back, hein, pour rappel. Absolument. qui est running back en plus. Oui, t'as raison de le préciser. Oui, pardon. Excusez-moi pour ceux qui suivent moins. C'est un running back. Hein, donc voilà, déjà, ça donne un peu l'idée du... Après ça, pourquoi pas? Ça peut être original. Et le deuxième vrai receveur, Waddle, il est à 98 yards. En face, c'est Kincaid qui est un Titan qui est à 85. Et derrière, on a Shakir à 76. Donc, il y a Cook aussi qui peut prendre des ballons. Ouais. Voilà. Donc, moi, je vois même là-dessus. Alors, oui, les noms sont un peu plus ronflants. Voilà. Mais même là-dessus, je vois aucune force en fait supérieure à. Et je pense que franchement, malheureusement, les supporters des Dolphins ne peuvent pas nous en vouloir. C'est pas, on est tous déçus que ça se passe comme ça quand t'as une équipe qui tourne pas super bien, où il y a, c'était quoi qu'il y avait une fenêtre 2 ans, 2 ou 3 ans maintenant, ouais.
Bon, ben voilà, quand tu vois que ça s'écroule parce qu'il y a pas de très bons choix et qu'il y a vachement plus de départs que de bonnes arrivées, c'est voilà. Ouais. Des mauvais choix sur le salary cap qui les a un petit peu rattrapés cette saison, malheureusement. On le sentait un petit peu venir, notamment défensivement. Et c'est vrai que l'explosion offensive, on avait vu des prémices malheureusement l'année dernière, et là cette année, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui est cassé. Il y a eu un meeting entre les joueurs et JJ Watt, qui est du coup un futur Hall of Famer, edge rusher historique des Texans, a dit quand c'est ça, ça veut dire que c'est au bord de l'implosion. Donc moi, je préfère croire un mec qui a vécu dans des vestiaires, et ça sent vraiment pas bon, que ce soit au niveau des joueurs, mais aussi au niveau du coaching staff. Effectivement, c'est vrai qu'on a l'air un petit peu en bout de route, malheureusement, pour les Dolphins. Après, encore une fois, tout dépend de qui ils reprendront en head coach. Hein. S'ils prennent quelqu'un de sérieux, ça peut... Parce qu'il y a quand même du matos, tu vois, c'est pas non plus une équipe qui est censée finir avant-dernière, quoi. Mais là, pour le coup, ça tourne pas. Alors après, moi, j'ai pas vu le match contre les Patriots. Je suis navré, PA, tu vas vraiment penser que je regarde aucun match des Patriots, et tu as raison, puisque c'est le cas. Mais ça s'est passé comment? Je pense qu'Alex était un petit peu trop sur le match des Dolphins, parce qu'il a beaucoup martelé que les Patriots étaient très nuls. Moi, j'ai trouvé que les Pats avaient fait un bon match. Mais oui, défensivement, c'était quand même extrêmement délicat. Il y a eu des beaux moments offensivement, mais je pense plus dû au fait de la défense des Patriots que d'une réelle qualité offensive. Donc voilà, je pense que le match référence, en tout cas pour les Dolphins, c'est vraiment ce match contre les Colts. Et j'ai pas dans l'idée que les Bills soient moins forts que les Colts à l'heure actuelle. Donc ouais, je vois encore un match à plus de 30 points pour l'attaque adverse. Et je sais pas ce que va donner l'attaque des Dolphins, mais à mon avis, pas grand-chose. Ouais. Bon courage. Oui. Ne vous levez pas, regardez le condensé 40 minutes. Je pense que pour votre sommeil, celui-là, on peut le passer à l'as. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir écouté du coup cette preview. On rappelle, vous pouvez nous retrouver un petit peu partout sur tous les réseaux @lefrontoffice, Twitter, X, Instagram, Threads, YouTube, Facebook, et rejoindre le Discord si l'envie vous prend. C'est très très simple. Installez l'application et derrière, on vous guide pour accéder à tous les channels. Et n'oubliez pas ce soir, le nouveau top 11, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, sur les defensive backs, avec du coup peut-être Brian Branch dans le top 11. Guilty l'espère. Est-ce que le front office répondra à ses attentes? Eh ben, regardez le live à partir de 21h01. Soyez présents. Merci Guilty. Un vrai plaisir pour ta première sur une preview rewind. Bien, écoute, merci. Peut-être qu'on me retrouvera après dans d'autres émissions, on ne sait pas. On ne va pas encore teaser. Il y a peut-être des surprises qui se profilent. C'est pas là, hein, c'est pas cette semaine. Hein. Non, c'est prochaine semaine. Ouais, la prochaine, ouais. Peut-être que d'ici la fin du mois, il va y avoir quelque chose qui arrivera. On ne sait pas. Merci beaucoup, en tout cas, PA, pour l'invitation. Avec plaisir. Merci pour ton accueil. Et puis, effectivement, il faut qu'il y ait Brian Branch dans les 11. Franchement, les gars, s'il n'y est pas, je pense que je quitte le LFO avec perte et fracas. J'espère vraiment qu'il y est, sans déconner. J'ai pas vu de liste, mais tes petits yeux rieurs, là, ne me rassurent de finalement plus. Tu verras. Il y a beaucoup de surprises, mais suffit de teaser. Voilà, 21h ce soir. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et vive le football!